Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast et de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'accueillir Cyril Repin. Cyril Repin, bonjour. Oui, bonjour Johan. Alors Cyril Repin, ça fait un petit moment que l'on se connaît et vous êtes une figure assez connue dans le milieu de l'hôtellerie de plein air, parce qu'à chaque fois que je vous mentionne, j'ai l'impression que vous êtes en tout cas dans tout le background juridique de la Fédé. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, écoutez, Cyril Repin, donc avocat, pour ceux qui ne me connaissent pas, avocat spécialisé dans le milieu d'hôtellerie de plein air, je ne traite pratiquement que des difficultés des terrains de camping. Alors je suis tombé dedans étant très petit, puisque toutes mes saisons estivales, je les ai faites dans un terrain de camping, d'une chaîne dont je tairai le nom, bien évidemment. Et puis de fil en aiguille, je ne vais pas faire de pub, et puis de fil en aiguille, mais il se reconnaîtra. J'étais amené effectivement à embrasser ce métier d'avocat. Alors spécialisé en hôtellerie de plein air, on n'a pas de spécialisation propre en hôtellerie de plein air, et il faut pas, justement, il faut pas en avoir parce qu'on brasse tout un tas de matières différentes. Donc voilà, donc j'ai cette spécificité là de travailler pratiquement que pour des terrains de camping à 98%. Voilà. Mon cabinet est installé sur la Charente-Maritime. Alors j'ai des racines charentaises, j'ai des racines vendéennes aussi, puisque j'ai commencé à apprendre le patois vendéen étant très petit, et puis j'ai quitté le département après. Tout ça se faisait naturellement. Donc j'ai cette double casquette de charentais et de vendéen. Il y a comme chez nous entre les Basques et les Landais ou quoi? Je sens un peu de justification là dans vos propos. Alors pas du tout, c'est que je revendique ces racines-là. Je les revendique et que c'est toujours un plaisir. Alors même si mon cabinet est en Charente-Maritime, c'est toujours un plaisir que je passe la frontière et que je passe le pont du Gros pour aller en Vendée. Et pour la petite histoire, s'il faut le savoir, il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant, les deux fédérations de Vendée et de Charente-Maritime, les deux fédérations d'hôtellerie plein air n'en faisaient qu'une. C'est très particulier, mais l'histoire est celle-ci. Ouais. D'accord. Et justement, donc du coup, comme vous disiez, vous avez multicasquette au niveau du droit, des différents droits que vous pouvez traiter et des différentes affaires justement sur lesquelles vous pouvez intervenir. Mais par contre, donc du coup, très axé HPA. Comment ça se passe? Vous travaillez pour les fédés, pour les terrains de camping, pour les fournisseurs. Quand vous dites que vous êtes axé HPA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès mes premières expériences professionnelles, dans mon cursus, je ne suis pas tombé avocat du jour au lendemain. J'ai avant tout été, au tout début, j'étais juriste pour un syndicat professionnel de l'hôtellerie de plein air dans mon département. Ça, c'est un secret pour personne, donc je peux le dire. Sur la Fédération d'hôtellerie de plein air de Charente-Maritime en 1997. J'étais un des premiers d'ailleurs salariés d'un syndicat professionnel départemental ou régional. Il y avait du monde au niveau national, mais au niveau départemental, je crois que j'étais un des premiers en 97. Et donc j'ai appris le métier de l'hôtellerie de plein air par ce biais-là, en ayant mon bureau dans un terrain de camping pendant quelques années. Donc les saisons, je sais ce que c'est. Les problèmes avec les clients, je sais ce que c'est. J'ai baigné là-dedans. Et de fil en aiguille, effectivement, j'ai pu devenir avocat. Et tout naturellement, parce que mon précédent employeur m'a fait confiance, tout naturellement, je me suis orienté vers cette... Puis je voyais aucun autre objectif de toute façon que celui-là. Je me suis orienté vers cette filière hôtellerie de plein air. Et donc quand je dis que j'ai cette spécificité-là de travailler pour l'hôtellerie de plein air, c'est que je travaille
pour des terrains de camping. C'est vrai que je peux être approché par un certain nombre de fournisseurs ou quoi que ce soit, tant que j'ai pas d'incompatibilité avec le conseil et les actions que je peux mener avec les terrains de camping, ça me pose absolument aucun problème de répondre favorablement à ces demandes. Mais ma souche de clientèle, c'est par choix, hein, c'est avant tout des terrains de camping. Voilà. D'accord. Et qui, donc du coup, bon, qui sont sur tout le territoire national du coup. Alors juste pour finir sur ça, est-ce que c'est pris en charge aujourd'hui la protection juridique? Est-ce qu'elle est prise en charge par, les fédés? Est-ce qu'elle est prise en charge par les terrains de camping? Est-ce que vous intervenez en amont, justement avec la pédagogie, en aval? Bon d'abord, au niveau de la prise en charge, c'est chacun qui fait appel à vous ou c'est plutôt, les Alors, fédés sur des actions communes? en règle générale, ce sont des conventions d'assistance juridique que j'ai avec les syndicats départementaux ou régionaux ou avec la Fédération nationale, parce que je suis l'un des conseils de la Fédération nationale. Donc là, effectivement, c'est des questions qui me sont dirigées par les syndicats départementaux ou régionaux principalement. Après, il peut arriver effectivement que j'ai des questions qui proviennent d'autres départements sur lesquels je n'ai pas l'habitude de travailler avec les syndicats départementaux ou régionaux, ça peut arriver. Mais principalement, voilà, sur le Grand Ouest, alors la Fédération nationale, bien évidemment, mais ça va être tout l'Union bretonne, les Pays de la Loire, la Vendée, la Charente-Maritime, la Dordogne, les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, toutes ces fédérations-là, tous ces territoires, j'espère que j'en ai pas oublié parce que sinon je vais me faire allumer. Euh, mais tous ces territoires, voilà, je les connais et certaines fédérations m'ont fait confiance dès que je me suis installé parce qu'on se connaissait déjà un petit peu. Et toutes ces fédérations avec lesquelles je travaille actuellement, ça fait des années qu'ils me supportent. Voilà, et c'est vrai que, alors après, chacun est libre de s'organiser comme il le souhaite, mais en règle générale, la prestation de service que je délivre, elle est gratuite pour les adhérents. En fait, ils y ont droit par le biais de leur cotisation au syndicat départemental ou à la fédération régionale, ce qui est le propre d'un syndicat départemental ou régional, hein, c'est la défense de la profession. Donc par ce biais-là, ils adhèrent et ils ont accès à un service de protection ou d'assistance juridique par le biais notamment de mon cabinet. D'accord. Alors du coup, quand on dit défense de la profession, justement, ça concerne quels problèmes, principaux? Aujourd'hui, quand on est gérant de camping, à quoi est-ce qu'on est confronté? Est-ce que du coup, il y a des choses à savoir? Est-ce qu'il faut, bah, du coup après, agir sur justement en amont ou en aval du problème? Quels sont, un peu le spectre juridique, auquel il faut faire face quand on est, gérant de camping? Alors, on a trois volets. On a le volet conseil, le volet contentieux, et puis le volet formation, même si je peux pas dire que je suis formateur, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il m'arrive dans un certain nombre de départements ou de régions de bloquer une demi-journée, une journée, et on discute avec les adhérents sur des thématiques bien particulières. Euh, alors, après, il y a plusieurs axes de travail, et effectivement, et principalement, de devoir résoudre les problèmes du quotidien, toute la gestion, tous les problèmes que peuvent rencontrer les professionnels de hôtellerie de plein air dans le quotidien, dans la saison ou hors saison. Donc c'est des problèmes d'exploitation pure et dure. Il y a deux domaines sur lesquels je n'interviens pas par choix, parce que je suis pas bon là-dedans, puis j'ai pas envie d'être bon là-dedans. C'est la transmission d'entreprise, de terrain de camping. Et c'est tout ce qui est droit des sociétés. Donc monter des sociétés, gérer les sociétés, ainsi de suite. Tout cet aspect-là, je le gère pas, je le traite pas par choix. Et puis j'ai des confrères qui sont très bien là-dedans, qui sont pointus là-dedans, et je leur laisse ce travail avec beaucoup de joie. Après, tout le problème du quotidien, l'exploitation même, le problème avec les clients, le problème, alors on a vécu 2 années dures avec le Covid, donc il y a eu vraiment des sujets très importants qui sont sortis. Voilà. Problème avec les clients, problème avec l'administration, problème avec certains fournisseurs qui ont un pied dans l'hôtellerie plein air ou qui n'ont pas de pied dans l'hôtellerie plein air. En règle générale, avec les fournisseurs qui ont un pied dans l'hôtellerie plein air, on se croise sur les salons, la discussion est beaucoup plus facile, il y a très peu de contentieux. Par contre, effectivement, on a un certain nombre qui ne sont pas véritablement des fournisseurs, mais des professionnels qui gravitent autour, qui eux n'ont pas un pied dans le milieu de l'hôtellerie plein air, avec qui on a un peu plus de difficultés à discuter et pour lesquels on a effectivement des contentieux. D'accord, ouais. Et oui, oui, par rapport à ça, oui, vous intervenez plutôt du coup sur l'opérationnel et justement, j'imagine bien quand vous vous disiez que vous n'interveniez pas sur les transmissions, c'est notamment pas j'imagine la fonction d'un syndicat d'aider, dans la vente, enfin dans la cession de Ah, la transmission, alors, voilà,
surtout pas. Enfin, surtout pas. C'est pas moi qui décide de ce que doivent faire les syndicats ou les fédérations. Mais pourquoi je m'intéresse pas du tout à ce domaine-là, c'est que ça pose des problèmes de déontologie. Ça peut poser des problèmes de déontologie. C'est-à-dire que moi qui fais du conseil et du contentieux, je vais assister au terrain de camping Tartampion qui est vendu. Si j'assiste à la session ou si je participe à la session, je vais me retrouver également étant le conseil de l'acquéreur. Ça peut poser des problèmes de déontologie et j'ai absolument pas envie de rentrer dans ce contexte-là. Donc c'est aussi pour cette raison-là que je sors de mon champ de compétences, puis je sais pas faire, donc je fais pas. Quand on sait pas faire, on fait pas, et puis c'est beaucoup plus simple comme ça. Oui, parce que déjà, vous intervenez sur le droit du travail, s'il y a un souci avec un salarié, le droit du commerce, si avec les clients, il peut y avoir un problème d'assurance annulation, mais aussi le droit, j'imagine, du bâtiment, alors s'il y a un problème de bâtiment. Ça peut être tous ces domaines-là. Alors, c'est pour ça que c'est difficile d'être spécialiste dans un domaine, parce qu'on balaye tout un tas de trucs avec des matières qui ont des ramifications. C'est-à-dire qu'on a des problèmes qui sont transversaux, qui vont accrocher différentes matières. Je donne un exemple, la problématique résidentielle, avec les propriétaires de mobil-homes qui louent des emplacements à l'année. Il y a des ramifications fiscales, il y a de la fiscalité là-dedans. Comment on rédige le contrat peut avoir une incidence sur la fiscalité aussi. Donc, c'est un avantage aussi d'avoir cette vue d'ensemble, parce qu'on traverse, on a plusieurs domaines d'activité, où on touche à plusieurs domaines du droit, et c'est très enrichissant, c'est très intéressant. C'est que ce soit, par contre, du fait des spécialistes, vous pouvez toucher à plus de domaines parce que vous avez, j'imagine, quand même les problèmes qui sont récurrents et voilà. C'est l'avantage aussi de ne travailler que pour ce qu'on appelle dans notre métier une niche. Et encore une fois, je ne le fais pas par appât du gain ou quoi que ce soit, c'est que c'est vraiment une filière professionnelle qui m'intéresse, dans laquelle je suis bien, où on rencontre des gens merveilleux, enfin, avec des histoires différentes, donc c'est vraiment par choix que je reste dans ce domaine-là. Et ça permet effectivement d'aller toucher, oui, vous disiez, le droit de la construction. Ça peut arriver d'avoir des référés, enfin des expertises sur problématiques de bâtiments et ainsi de suite, comme ça va être le lendemain un problème avec un client à qui on n'a pas remboursé son avoir lié au Covid en 2020, par exemple. Mais c'est vraiment très... Finalement, aujourd'hui, en tant un avocat peut intervenir et donner son expertise sur l'ensemble des domaines. C'est plutôt après, du fait justement des limites au niveau des connaissances qui fait que, voilà, mais par exemple, autant un généraliste ne peut pas faire de la chirurgie, mais autant un avocat peut faire tous les droits, c'est dans la limite de sa connaissance personnelle en fait. Oui, tout à fait, bien sûr, oui, tout à fait. Après, il y a des droits qui sont un peu particuliers. La fiscalité, je trouve que c'est un peu particulier. Alors, moi, la fiscalité appliquée à l'hôtellerie de plein air, ça ne me pose pas trop de difficultés. Le droit pénal, c'est pareil. Le droit pénal appliqué à l'hôtellerie de plein air, plus particulièrement, par exemple, à l'urbanisme et l'urbanisme pénal, je sais faire. Faire autre chose et aller défendre quelqu'un au tribunal correctionnel pour toute autre chose, je saurais faire, mais je vais pas prendre de plaisir et je vais peut-être pas rendre service non plus parce que je vais pas rendre de plaisir. Donc voilà, donc c'est quand même très intéressant, oui, de pouvoir toucher à ces trucs-là. Alors je suis peut-être spécialiste de rien en fait. C'est ce que je me dis, je suis peut-être spécialiste de rien, si ce n'est de la filière hôtellerie de plein air. Je n'ai pas cette prétention de l'être, mais c'est ce qu'on me rapporte quand même régulièrement. Et ça permet d'avoir des réflexes. Et c'est-à-dire qu'on va gagner en temps parce que cette problématique-là qui m'est présentée, je l'ai vécue il y a 1 an, il y a 2 ans, ou il y a 1 semaine. Et donc on va gagner du temps. Voilà, ce qui m'empêche pas non plus d'ouvrir la porte à des confrères qui sont pas spécialisés du tout dans ce milieu-là, qui ont l'habitude de travailler avec tel ou tel terrain de camping et d'accueillir les bras grands ouverts s'il y a besoin d'un renseignement ou quoi que ce soit. C'est l'intérêt du professionnel et de la profession qui passe avant tout, à mon avis. Sachant que vous aussi, si vous avez, peut-être pas que ça existe, mais des litiges entre 2 terrains de camping de Charente, par exemple, forcément, il va y avoir jugé parti. Donc, à un moment, mais ça existe. Il y a des avocats tiers qui se positionnent. Ça existe, et là, on est en plein cœur d'un conflit d'intérêts, pas tant. Et il est hors de question que j'intervienne ni pour l'un ni pour l'autre. Mes règles professionnelles me l'interdisent. Et 2, voilà, j'ai une relation un peu particulière avec
pas avec tous les clients. Je veux dire, sur la Charente-Maritime, je connais certains établissements depuis 1997. Donc ça crée des liens. Et puis donc voilà, ça peut me mettre dans des positions assez inconfortables. Puis juridiquement, j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Donc je me déporte. Automatiquement, je me déporte. Ouais, donc en fait, vous faites tout sauf, sauf les litiges entre campings, sauf entre un camping du Var et un camping, ce qui arrive, j'imagine, moins souvent. Détrompez-vous, parce que même ça, par choix, je ne le ferai pas. Voilà, et alors, je sais pas, on est plusieurs à travailler pour la Fédération nationale, étant l'un des conseils de la Fédération nationale, qui chapeaute l'ensemble, je m'interdis de gérer un dossier contentieux entre deux terrains de camping, même s'ils sont l'un et l'autre à bout de la France. Et alors, du coup, quels sont les problèmes récurrents dans Radio Camping? On a pas mal de néo-gestionnaires, d'aspirants gestionnaires de camping aussi. Voilà, c'est pas pour faire peur, justement, hein, donc il faut aussi pondérer, mais quels sont les points de vigilance et les dossiers réguliers que vous avez, même si j'imagine qu'ils sont très divers? La relation clientèle, ou la relation avec la clientèle et avec les deux types de clientèle, résidentielle et purement touristique, c'est le gros de mon quotidien. Voilà. Notamment la pratique résidentielle qui génère beaucoup de problématiques, de conflits, qui prennent beaucoup de temps. Il y a tellement de terrains de camping différents avec des pratiques différentes qu'il faut vraiment reprendre les choses à la base à chaque fois. On a beau travailler, parce que c'est aussi un des volets un des aspects du métier, c'est qu'on travaille aussi beaucoup en termes de conseils, notamment au niveau national. C'est-à-dire qu'au niveau national, cette problématique résidentielle, ça fait pas mal d'années qu'on la traite, mais on a mis en place en 2019 de mémoire un nouveau contrat type avec l'administration et ainsi de suite. Donc ça, c'est fait pour purger tous les problèmes, pour éviter qu'il y ait du contentieux, qu'il y ait de la crispation entre les clients et les professionnels. Malgré tout, certains terrains de camping n'ont pas adopté ce contrat, ou ce qui est leur droit le plus strict. Mais on rencontre beaucoup de difficultés dans cette matière-là, dans cette relation entre propriétaires de mobil-home et terrains de camping. Et puis des années comme celles que l'on a vécues avec le Covid, et puis même sans le Covid, je veux dire, des difficultés, on en rencontre tous les ans, suivant les saisons, avec les clients classiques. Donc ça, c'est vraiment le gros du... Enfin, ça fait du volume. En fait, il faut raisonner en termes de volume de dossier. Donc c'est beaucoup de volume. Je ne vous donnerai pas les chiffres par département que je traite, mais c'est beaucoup de volume. À côté de ça, vous avez des dossiers beaucoup plus minoritaires, mais qui vont peut-être prendre aussi beaucoup plus de temps. Les problèmes d'urbanisme, quand on est sur le littoral, application de la loi littorale et ainsi de suite, ça va prendre. Ce sont des dossiers lourds qui vont prendre énormément de temps. Des problèmes de fiscalité, sur de requalification de taux de TVA et ainsi de suite, ça aussi, ce sont des dossiers qui ne vont pas être importants en nombre. Ils seront importants pour la profession, parce que c'est des dossiers contentieux notamment qu'il ne faut pas perdre. Ça peut avoir des répercussions pour la profession. Mais c'est des dossiers qui sont très chronophages, qui vont prendre beaucoup de temps également. Problème de TVA, problème de taxe de séjour, problème d'ordures ménagères, problème de toutes ces choses-là. On n'a pas énormément de dossiers, mais ce sont des dossiers qui prennent du temps à être gérés, effectivement. Et puis après aussi l'information du fait que vous soyez mandaté par les fédés, les personnes peuvent vous envoyer un mail pour vous dire est-ce que j'ai un bon contrat ou non. Voilà, après ça j'imagine que vous avez des... Ça c'est le quotidien. Alors en règle générale, les syndicats avec lesquels je travaille font le tri avant. Comme ça fait gagner du temps. Après, avec certaines fédérations, parce qu'on a des relations particulières, les questions viennent en direct, et c'est vrai que là, ça peut être très 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 important. Mais une fédération comme la Charente-Maritime, par exemple, pour ne citer qu'elle, sur une année comme le Covid, j'ai dépassé les 400 sollicitations quand même. Parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, et parce qu'il y a eu beaucoup de contentieux, enfin de sujets de discorde entre les uns et les autres. Donc voilà, la manière de faire est différente d'une fédération à une autre. En règle générale, il y a un sas d'entrée qui fait qu'on limite les sollicitations. C'est pour ça aussi que je fais pas mal de formation, entre guillemets, parce que la formation, elle n'est pas uniquement à destination des professionnels, mais c'est également à destination des personnes salariés des fédérations, qui sont là au contact avec les adhérents. Et à partir du moment où ces personnes-là assistent aussi aux formations, elles ont les premiers éléments pour pouvoir répondre aux questions des adhérents.
Oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a aussi des permanents qui sont aussi des relais informationnels pour les questions récurrentes. Alors je l'ai été permanent, donc je sais ce que c'est. Et c'est vrai qu'il faut avoir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir grandir dans ce milieu-là en ayant des soutiens, soit professionnels avec des présidents de fédé qui m'ont fait grandir, avec qui j'ai beaucoup appris, soit des professionnels du droit aussi avec qui j'ai énormément appris. Et je trouve que c'est bien aussi vis-à-vis des. Alors, j'aime pas trop ce terme de permanent, mais des collaborateurs des fédérations, parce que ce sont avant tout des collaborateurs, ils sont vraiment au service des professionnels. Donc ils sont là pour collaborer à l'essor de la profession. Mais je trouve ça normal de leur donner les armes ou le bagage pour pouvoir donner les bons renseignements tout de suite aux adhérents. Ok, ça marche. Et Cyril Opin, c'est le cabinet, c'est vous. Et vous avez des collaborateurs ou du coup c'est vous qui absorbez l'essentiel des demandes du coup? Alors c'est moi. D'accord. c'est moi et mon secrétariat. Ouais. J'ai eu une période où effectivement j'avais 2 collaboratrices avec moi et j'ai comment dire, je suis pas incompatible, hein, c'est pas le problème, mais j'ai une manière de travailler qui est peut-être pas compatible avec ce que l'on peut voir habituellement dans la profession. Donc ça peut matcher comme ça peut ne pas matcher et à un moment donné voilà, j'ai préféré rester effectivement tout seul, même si c'est une masse de travail énorme, bien évidemment, mais que j'assume et que j'absorbe. Mais ça me semble être. Puis j'aime le contact. J'aime le contact avec les clients, avec les professionnels, notamment de l'hôtellerie plein air. Et voilà, je trouve ça important qu'il y ait ce contact direct. Voilà, et que le contact du cabinet, ça soit pas quelqu'un d'autre. En règle générale, c'est moi. Même si certains me courent après pour m'avoir quelques fois au téléphone, je l'avoue, mais au moins, c'est moi qui suis derrière. Ça marche. Et après le podcast, ce sera encore pire. Alors là, les gens vont. Peut-être. Et du coup, d'accord. Après, vous, du coup, qui êtes un ancien de la profession, parce que depuis 97, ça commence à remonter hein, presque 25 ans. Du coup, vous avez vu des évolutions. Aujourd'hui, qui sont les plus sollicitants? Est-ce que c'est du coup les néo-gestionnaires? Est-ce que c'est les grosses structures, les petites structures? Est-ce que vous avez constaté, vous, une vraie évolution de la profession qui a fait qu'il y ait plus de friction aussi entre soit les campings, soit aussi les repreneurs qui ont des pratiques un peu plus commerciales, agressives, qui créent plus de distension. Donc voilà. Si vous reprenez un peu le cheminement, comment vous voyez évoluer la profession? Le paysage, il a totalement changé. Depuis le siècle d'avant, d'où je viens, le paysage, il a totalement changé. Simplement, les problèmes sont les mêmes. Les problèmes sont les mêmes. Ils sont complexifiés, ils sont amplifiés. Mais les problèmes sont les mêmes. Quand j'ai commencé à mes débuts, on n'avait pas toutes ces problématiques, on n'avait pas toutes les problématiques que l'on peut connaître aujourd'hui. Après, que l'on soit petit terrain individuel, gros terrain, terrain de groupe, terrain de chaîne, les problématiques sont les mêmes. Alors on va peut-être les gérer d'une manière différente, ou les concernés vont peut-être les gérer d'une manière différente, mais les problèmes sont les mêmes. Et je prends autant de plaisir à aller solutionner une difficulté parce qu'un individuel est venu me chercher et m'a exposé son problème que d'aller aider un groupe ou un terrain de camping de chaîne ou ainsi de suite. C'est le même. Je ne fais pas de différence entre les deux. Parce que le problème est le même et la solution qu'on va donner sera la même et va bénéficier à tout le monde. Et rentrer dans cette polémique de dire voilà on a 2 mondes différents d'individuels, de chaînes et ainsi de suite, je pense pas qu'on puisse avancer véritablement là-dedans. Sans oublier qu'on a aussi à la tête de gros terrains de camping ou de terrains de camping de groupe de chaînes des directeurs d'exploitation aussi, qui eux ont les mêmes besoins que le professionnel qui est individuel. Donc effectivement le paysage a totalement changé. Ça crée effectivement des tensions ici ou là. Sur la problématique résidentielle par exemple, sur les rachats de camping. Mais ça on le gère. Alors, on essaye de le gérer avec intelligence, on ne fait pas toujours que du droit. On essaye d'y amener de la douceur aussi un petit peu et d'éviter le contentieux. L'objectif numéro 1, ça reste toujours d'éviter le contentieux. Alors souvent on me dit ouais mais ça là vous prêchez pas pour votre paroisse. Ben oui mais le bien de la profession c'est d'éviter qu'il y ait du contentieux. Quand il y a trop de contentieux, forcément
l'administratif vient derrière et nous pond une nouvelle réglementation pour essayer de réguler un petit peu tout ça. Donc il faut éviter ça. Et puis objectivement, on se passe, enfin je pense que les professionnels peuvent aisément se passer de contentieux et ils vivront mieux en ayant le moins de contentieux possible. Et quelquefois c'est pas possible. Voilà, malheureusement, à un moment donné, on arrive à une frontière où on peut pas éviter le contentieux, mais tant qu'on peut l'éviter, il faut l'éviter. Et ça, vous allez plaider pour des terrains de camping à la barre, quoi. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est vrai que le cœur du métier, c'est avant tout le conseil et la formation pour éviter qu'il y ait du contentieux. Après, quand il faut aller au contentieux, on va au contentieux. Ça pose absolument aucune difficulté, un petit peu partout en France d'ailleurs. Oui, justement, au niveau du contentieux, donc ça, vous avez dit, parce que je pensais au fait que dans les transmissions, justement, des fois, il y a pas mal de contentieux, mais ça, du coup, vous faites pas, quoi. Ah et non, et non. Parce que ça doit être opportun, parce que c'est vrai que je parlais avec Sébastien Canté, là, qui disait qu'il y avait une proportion assez importante de transmission, forcément du fait de la très grande disparité. Voilà, quand on achète une maison, à peu près tout est visible, alors que dans un terrain de camping, il y a beaucoup d'éléments non visibles et voilà, et puis il y a toute la notion de business, chiffre d'affaires aussi qui rentre en compte en plus des infrastructures, hein. Bon, c'est toute la complexité d'un terrain de Ouais, camping. ces sessions-là sont devenues tellement importantes en termes de chiffres que effectivement, c'est très très. Enfin, il y a forcément des sessions qui se passent sans contentieux derrière, forcément. Puis l'autre aspect également, c'est qu'on a de moins en moins aussi, je pense, hein, mais je peux me tromper parce que c'est pas mon domaine de prédilection, mais de moins en moins de sessions de foncier. Et que ce sont des sessions de parts, de fonds de commerce et ainsi de suite. Donc peut-être que les contentieux sont peut-être plus importants à ce moment-là. C'est peut-être une raison, ouais, effectivement. Ok. J'allais glisser un peu sur la partie justement numérique Ouais. là-dessus, sauf si vous voyez d'autres questions sur l'aspect un peu gérant de camping, etc. et évolution. Ouais, écoutez, c'est vrai, sur des domaines de plus en plus, sur des questions de plus en plus pointues. Alors, l'avantage de ne faire que ça, c'est qu'on fait aussi avancer jurisprudence, entre guillemets. Donc, les jurisprudences, c'est des décisions qui vont toujours dans le même sens. Ce qui est appréciable aussi, c'est que on arrive à faire bouger certaines lignes en matière contentieux. J'ai certaines juridictions où moi j'interviens, lorsque les magistrats sont là pendant un certain temps, ils savent ce que je vais leur dire. Alors je sais pas à l'avance la décision qui va être rendue parce qu'on le sait jamais. Mais on a quand même des petites tendances. Et en règle générale, voilà, l'avantage de pouvoir travailler que dans cette filière-là, c'est que je vais aller sur certaines juridictions, je sais où je mets les pieds, et les magistrats savent ce que je vais leur demander. Et on n'arrive pas avec une feuille blanche et un aléa trop important. Et après, par rapport au fait que ce soit très fédéré aussi, vous êtes quand même assez... que ce soit une niche, justement. C'est vrai qu'on le sent. Alors moi, même les repreneurs, des fois, hein, qui viennent je sais pas, de maisons de retraite, de fonds de pension, j'ai l'impression quand même qu'ils sont assez à l'écoute parce que c'est tellement divers le nombre de domaines d'action qu'il faut avoir. Voilà, quand on est boulanger, on fabrique du pain. Bon, alors que c'est vrai que dans le camping, on fabrique du pain peut-être le matin, plus au restaurant, plus, mais c'est sûr. On gère la commercialisation, avec tellement de domaines de compétences aussi que vous, comme enfin en tout cas tous les professionnels, hein, voilà, les nouveaux arrivants aussi sont un peu à l'écoute de cet écosystème parce que ils se rendent compte que finalement c'est assez pointu et qu'ils peuvent pas être sur tous les fronts et donc du coup ils doivent beaucoup en référer à vous de manière bienveillante, quoi. Alors, ouais, malgré ce qu'on pourrait penser, même des groupes, notamment des jeunes groupes, sont parfaitement à l'écoute. Et ça permet de les accompagner, d'éviter effectivement l'écueil du contentieux, mais je les trouve quand même relativement à l'écoute des conseils qu'on peut donner. Et le maître mot là-dedans, c'est de dire, voilà, il faut surtout pas se presser. C'est-à-dire que lorsqu'on a une acquisition, alors certes, il y a un retour sur investissement qui doit être fait, il y a des échéances et ainsi de suite, mais il ne faut surtout pas se presser. Et c'est vrai que j'ai certains professionnels alors individuels cette fois-ci, qui me remercient quelques années après en me disant, vous savez, le conseil que vous m'avez donné de dire on y va doucement, notamment, alors, par exemple pour les résidents, on y va doucement, on ne change pas tout maintenant, on apprend à se connaître et ainsi de suite.
j'ai des professionnels qui me remercient quelques années après en disant voilà, on a eu le bon conseil parce que ça nous a permis d'apaiser les éventuelles tensions, parce que quand un terrain de camping change de main, forcément il y a de la friction tout de suite, même si les gens ne se connaissent pas. Voilà, ça permet de se poser, d'y aller doucement, et on fait passer les choses effectivement de manière plus douce et sans l'écueil du contentieux. Donc c'est voilà. Après, sur ce que vous disiez, voilà, on fait du pain le matin, on fait des soirées disco le soir, et ainsi de suite. Raisonnons comme si un terrain de camping était une petite ville, parce que c'est ça en définitive. Vous avez le chef d'entreprise, l'exploitant qui est le maire du village, puis vous avez les différents services, et toute la réglementation qui va s'appliquer à l'intérieur du terrain de camping, c'est celle que vous retrouvez à l'extérieur, hein. Sur l'épicerie, sur les laveries automatiques, sur les aires de jeu, c'est la même réglementation que vous avez à l'extérieur dans la commune, hein. Et donc en définitive, on peut raisonner comme ça. Dire voilà, un terrain de camping, c'est une petite ville, c'est une petite commune, dans laquelle on a tous les services. On a le supermarché du coin qui est une supérette, on a tout ça. Mais c'est très compliqué. Celui qui débarque dans ce milieu-là, c'est très très compliqué. Et si effectivement il ne se fait pas assister, après les conseils, il les prend ou il les prend pas. Mais s'il ne se fait pas assister, ça peut effectivement le conduire à quelques difficultés. Ouais. Oui, c'est ça qui vous met dans cette position d'écoute de votre interlocuteur, parce qu'autant moi dans le numérique je pourrais devenir un expert du droit du numérique, mais par contre quand en effet on a une trentaine de corps de métier, forcément il faut y aller, enfin en tout cas s'entourer comme un maire pourrait s'entourer de son service juridique qu'il est obligé dans le camping d'externaliser du fait forcément de la petite taille du petit village. Ouais, tout à fait. D'accord. Après, donc au niveau des questions récurrentes, donc par rapport au numérique, hein, me concernant, c'est vrai qu'on a des problèmes récurrents. On peut parler notamment du cyber-squatting, ou pour donner un autre gros mot, du brandjacking. J'ai fait une intervention à la Rosière, au congrès, enfin aux universités d'hiver plutôt, sur ce phénomène-là. Du coup, j'en profite pour vous interroger sur le fait que quels sont les recours possibles. Donc, pour rappeler le contexte là-dessus, c'est le brandjacking, c'est le fait de se faire détourner son trafic par les 4 emplacements publicitaires sur le moteur de recherche, qu'il soit Google ou Microsoft Bing. C'est-à-dire que les personnes, il y a 4 espaces publicitaires au-dessus du référencement naturel qui sont prenables juste en prenant l'enchère sur Google Ads, sur la régie Google Ads par exemple. Et donc un confrère, un OTA, un groupe peut acheter votre nom, c'est-à-dire par exemple camping Les Pins, pour être assez généraliste et nommer personne, camping Les Pins par exemple, c'est aussi un problème parce que quand on s'appelle camping Les Pins, il y a plein de camping Les Pins comme les Lacs, les Cigales et j'en passe. Mais en effet, quand on a même un nom de marque plus original, hein, on était tout à l'heure avec le camping Altea, voilà, on peut se faire cannibaliser son trafic et donc du coup détourner, hein, parce qu'une pub payante pour la partie technique prend à peu près 15 à 20% de taux de clic. C'est-à-dire quand on annonce au-dessus, si on a 3 pubs au-dessus, c'est 45% de personnes qui ne viennent pas chez vous, mais qui vont chez la personne qui a fait la publicité au-dessus de chez vous. Hein. C'est un peu comme si on rentrait dans un restaurant et que devant, il y avait des vendeurs à la sauvette qui mettaient une carte pour dire allez dans le restaurant d'à côté. Quels sont les recours juridiques? Parce qu'on parle beaucoup de pression commerciale, voilà, mais aujourd'hui, finalement, juridiquement, qu'est-ce qu'on peut faire, Cyril? En fait, alors, on a des décisions au niveau européen qui datent de 2010, je crois, sur la possibilité effectivement d'acheter des mots-clés qui peuvent renvoyer vers. Alors l'exemple celui qui ressort aujourd'hui, c'est 2010, c'est Vuitton. On a eu une affaire Vuitton à un moment donné, Google contre Vuitton, et Google n'a pas été condamné dans ce dossier-là. Au niveau européen, on considère, et la Cour de cassation a pris d'ailleurs le pli derrière, de dire voilà, on peut acheter des mots-clés qui s'apparentent, enfin qui vont raisonner par rapport aux concurrents et ainsi de suite. Ça c'est pas répréhensible. Là où ça peut être effectivement répréhensible, c'est lorsqu'on va avoir un risque de confusion. Lorsque, par l'achat de mots-clés, on a voulu aller au camping Les Pins et on se retrouve sur un autre terrain de camping concurrent
en croyant, et on va réserver, et en croyant qu'on réserve sur le camping Les Pins. Voilà, alors, on a des décisions de justice qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Donc le brainjacking, c'est le détournement de marque. Hein. Donc est-ce que, suivant la manière dont c'est fait, on va avoir effectivement un détournement déloyal de clientèle ou pas? L'élément essentiel, c'est le risque de confusion. Est-ce que effectivement, le fait, au cas précis, alors je suis tombé sur une décision de justice où le nom du concurrent était carrément dans l'URL. Voilà, non mais même dans l'URL, c'est-à-dire qu'on avait un concurrent qui avait mis son adresse internet, c'était avec le nom du concurrent. Donc là, la confusion, elle se faisait automatiquement et ainsi de suite. Donc ça va effectivement poser des problèmes. Alors le premier réflexe, lorsque vous ressentez que effectivement il y a véritablement un risque de confusion entre deux établissements par exemple, c'est de faire constater ça par voie d'huissier. Un des principes, Code du procédure civile, article 9, c'est d'apporter la preuve des faits qu'on reproche à son adversaire. Donc le premier réflexe, ça sera ça. On va voir l'huissier qui a l'habitude de faire des constats à Internet, et on lui demande de constater ce qu'il voit. Vous ne pourrez pas demander à l'huissier de constater un truc qu'il ne peut pas constater, il n'a pas le droit de le faire. Donc lui, il va se mettre devant l'ordinateur, et vous allez lui dire, allez sur telle adresse, faites ci, faites ça, tapez tel mot-clé, et vous allez voir ce qui se passe. Et lui, il va constater ce qu'il voit à l'écran. Donc premier réflexe, c'est ça. Il va, sur le numérique, il va vider ses caches. Ah oui. C'est même complexe parce que voilà, il faut vraiment qu'il y ait aucun cookie et qu'on puisse pas le. En plus, si nous on fait une copie d'écran, ça n'a aucune valeur juridique parce qu'on pourrait faire du Photoshop. Et puis lui, c'est vrai qu'un constat d'huissier numérique, c'est une procédure toute bien établie. Ouais. Oui, tout à fait. Mais ça, bon, après, les études d'huissier, ils savent faire, il n'y a pas de difficulté. Hein. Quand ils ne savent pas faire, ils disent qu'ils ne savent pas faire. Mais en règle générale, il y en a beaucoup qui sont spécialisés aussi là-dedans, enfin, qui ont fait, qui font ce type de démarche-là. Donc la première des choses, c'est ça. Mais dans tous les dossiers, d'ailleurs, d'une manière générale, hein, pas uniquement là-dessus, c'est d'apporter la preuve. C'est un des principes fondamentaux en droit, c'est qu'il faut apporter la preuve de ce qu'on reproche à son adversaire. Si effectivement il y a un risque de confusion réel, c'est vous prenez attache auprès de votre conseil habituel qui va envoyer une mise en demeure. On laisse un certain délai pour régulariser la chose. Et puis derrière, si effectivement la mise en demeure n'est pas suivie des faits, vous pouvez agir devant le juge judiciaire, devant le tribunal de commerce et ainsi de suite, pour détournement de clientèle, pour parasitisme commercial, on peut déterminer ces reproches-là de différentes manières, pour obtenir à la fois réparation du préjudice, qui sera difficile à quantifier, mais réparation du préjudice qui a été subi, mais également pour que les agissements que vous reprochez à votre adversaire cessent, bien évidemment. Alors ça peut se faire sous astreinte, et ainsi de suite. Mais là, on a des décisions de justice qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. C'est vrai que chaque cas est particulier. Donc là, pour le coup, vous ne savez pas où est-ce que ça peut aller si on fait une action dans ce sens-là. C'est vrai que c'est aléatoire. Plus il va y avoir de risques de confusion et plus vous aurez satisfaction. Parce que finalement, a priori, ils peuvent acheter le mot-clé, mais il ne faut pas que dans l'annonce, dans la métadescription, ce qu'on appelle, parce que nous on peut les moduler avec la régie publicitaire AdWords, il ne faut pas que par exemple il y ait marqué Camping Les Pins. On peut dire, mais bon, le problème c'est qu'après, il crée cette confusion et l'internaute qui est un zapper fou, c'est-à-dire qu'il arrive, hop, il va dessus, on lit en diagonale et en fait c'est camping à moins 50%, ce camping à moins 50%, on dit ah non mais je parlais pas de celui-là, enfin en tout cas, voilà. Par contre c'est sûr s'il y a le nom du camping alors qu'il vous ne commercialise pas, voilà, parce qu'après il peut vous avoir en stock et avoir le droit de vous commercialiser là-dessus, d'où l'importance de regarder vos CGV si vous faites de l'intermédiation via des OTA là-dessus. Mais voilà, après, sur une action, c'est vrai que est-ce que vous avez vraiment fait des actions là-dessus avec des publicités AdWords ou finalement c'est un peu casse-gueule? Personnellement, non, parce que j'ai pas été sollicité là-dessus. D'accord. Par contre, intervenir auprès d'OTA, auprès de Google, ça m'est arrivé. Alors ça prend du temps, mais en règle générale, on arrive à obtenir satisfaction. Alors on nous rabâche tout le temps que l'image internet en question, c'est une vieille image qui revient, machin, truc bidule.
voilà, on rencontre quelquefois des soucis de terrain de camping qui ont travaillé avec tel OTA, qui ne travaillent plus avec cet OTA. Quand on tape, on s'aperçoit que l'affiche arrive tout de suite dans les premières positions sur cet OTA et que désolé, on n'a plus de place pour ce camping, sur ce camping, et on renvoie vers des campings voisins. Tout ça, c'est très limite. Alors, on arrive, à coup de butoir, on arrive à régulariser effectivement les choses, surtout lorsqu'on a des OTA qui ont un pied dans la profession, qui ont signé la charte de transparence au niveau national, même si c'est pas un garde-fou terrible. Mais en règle générale, on arrive, voilà, on arrive à obtenir satisfaction. Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a parlé donc du brandjacking, mais pour continuer dans la palette des mots barbares, le cybersquatting, hein, donc le détournement en ligne, c'est donc du coup le brandjacking, donc le détournement principalement par la marque en faisant de la publicité au-dessus de son nom de marque, mais c'est aussi le guestjacking. Il y a même dans les avis maintenant des petites publicités qui disent votre avis, voir les avis du camping, et en fait on arrive sur un confrère. Alors ça vient de sortir, hein, donc ça c'est le moins courant, mais après on a également le content jacking. Le content jacking, c'est que justement les gens viennent aspirer votre contenu sur votre site internet alors qu'ils n'ont pas le droit et vont mettre les photos, créer une fiche alors qu'ils ne vous commercialisent même pas pour avoir une offre exhaustive mais qui n'est pas reflet réel de leur portefeuille client pour notamment se positionner naturellement ou en payant, et après derrière il n'y a pas de disponibilité, donc rerouter ou non, ils peuvent aussi vous commercialiser et prendre une commission là-dessus, mais en tout cas voilà, le content jacking et d'autres jacking qui peuvent exister, j'en oublie, mais c'est vrai que le price jacking aussi, hein, parce que les prix aussi peuvent être copiés. Alors ça c'est plutôt les scrappers comme Vigimelia ou après un revenu manager qui vont pouvoir l'analyser. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un certain point de vigilance à avoir, notamment ce problème-là récurrent où il y a l'intermédiation qui est créée des fois où est-ce qu'il ne devrait pas y en avoir. Donc être vigilant là-dessus, finalement, oui. Est-ce que si on constate ça et qu'on fait une copie d'écran, le gestionnaire de camping fait une copie d'écran, vous l'envoie, est-ce que vous pouvez faire quelque chose finalement? Un courrier, est-ce que c'est plutôt au gérant de camping d'envoyer par exemple à l'intermédiaire ou au confrère qui a fait ça, ou est-ce qu'il vaut mieux passer par vous avec une copie d'écran ou faire un huissier systématiquement? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je vais vous dire, c'est pas bien, mais aujourd'hui la justice fait plus peur. Je le constate tous les jours, hein. On va dans les tribunaux, sur les audiences, on s'aperçoit que la justice ne fait plus peur. Donc je dirais que même un courrier d'avocat à quelqu'un d'autre ne fait plus peur. Voilà. Ceci étant, voilà. Alors ça peut commencer par une mise en demeure envoyée par l'exploitant, et s'il faut passer au stade au-dessus, ça sera effectivement prendre attache auprès d'un conseil qui lui-même va envoyer une mise en demeure, qui aura peut-être plus d'effet. Mais La FED fait plus peur alors. les relations, alors ça dépend des domaines dans lesquels on travaille, mais effectivement, je parlais de la charte de transparence tout à l'heure, les signataires de la charte de transparence doivent respecter la charte de transparence. Sinon, ils peuvent aussi, à un moment donné, se faire peut-être exclure du dispositif. Je vous dis ça, j'en sais rien, mais ça serait la logique des choses. Donc après, il y a ce stade effectivement au-dessus de saisir son syndicat départemental, régional ou la fédération nationale de ces problèmes-là. Mais je dois vous avouer que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été saisi de ce genre de problématique-là. Peut-être que les problématiques ont été absorbées par d'autres, ainsi de suite, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été consulté là-dessus. Mais voilà, le réflexe, c'est constat d'huissier, et derrière, s'il faut envoyer une mise en demeure, on prépare les mises en demeure, on les envoie, ça pose absolument aucune difficulté. Ok. Donc après, en termes sur le numérique, on constate ça. On avait plusieurs fois constaté, nous aussi on nous sollicite sur justement des personnes qui accusent les gérants de camping de pixjacking, le vol de photos. Et donc du coup, alors ça c'est vrai que c'est me concernant, je pense qu'il y a beaucoup d'abus, mais vous me direz, mais notamment des pratiques qui sont de mettre une photo libre de droit sur des plateformes où on peut les prendre
et après, du jour au lendemain, de l'enlever libre de droit. Et nous, en fait, on a utilisé le webmaster ou le gérant de camping nous a envoyé les photos. Et donc, du coup, en fait, non, c'était une photo gratuite. Et en fait, ils ont changé les droits en cours. Et donc, en fait, ils nous accusent de ça en nous demandant un peu des rançons, quoi. Sinon, ils vont jusqu'à la procédure pour vol de droits d'auteur, etc. Alors, là aussi, c'est par vague. J'ai plusieurs dossiers, je dois en avoir une dizaine ou une douzaine en attente au cabinet sur cette problématique-là. C'est par vague, avec toujours les mêmes interlocuteurs en face. Soit les mêmes sociétés, soit les mêmes avocats. Parce qu'il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés, eux, là-dedans. Donc c'est toujours les mêmes que j'en vois passer, moi, 2 principalement. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez désagréable. Je vous le confirme. Je dois vous avouer que jusqu'à présent, on a tenu bon dans l'ensemble des dossiers que j'ai eu pour lesquels j'ai été consulté, qu'on n'a pas payé la rançon, dont vous parliez à l'instant, et qu'on n'a pas eu de contentieux pour le moment. Voilà. Donc est-ce que c'est le contentieux, l'enjeu du contentieux qui fait qu'on n'y va pas, parce que c'est des sommes qui sont relativement mineures et que ça va peut-être coûter plus cher d'aller en procédure qu'autre chose. Est-ce que ce sont les arguments qu'on peut développer dans le cadre des mises en demeure ou des réponses au courrier d'avocat qui font que ça penche plutôt du bon côté? Pour le moment, j'ai pas eu de dossier contentieux là-dessus. Voilà. Mais sans payer, même sans payer. Mais sans payer, oui, tout à fait, oui. Alors il suffit que je dise ça pour que demain, pour que demain il y ait une procédure ou deux. Mais ça peut être intéressant de partir sur ce genre de procédure. S'il y a quelques irréductibles exploitants de terrain de camping qui veulent tenter le coup, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Non mais après on sent quelquefois lorsque la procédure va arriver. Donc à ce moment-là on peut très bien négocier, parce que c'est une histoire de négociation tout ça, faut pas se leurrer. Mais soit on tient bon, soit à un moment donné on peut aussi dire on lâche, et puis tout dépend de la somme qui est négociée bien évidemment. Encore une fois, je touche du bois, on n'a pas eu de procédure encore en cours là-dessus. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que une fois une procédure a pu mettre vraiment en péril un camping oui, il y a eu des décisions administratives, j'imagine c'est plutôt ça le plus gros risque, mais après derrière voilà des gros problèmes de camping, il y en a peut-être de plus en plus quand même. Mais sur un tout autre domaine, vous voulez dire? Oui. Ouais, on a des dossiers de fond alors qui sont suivis. Faut bien avoir à l'esprit que quand on se prend une taxe de séjour forfaitaire, lorsque on se prend une redevance d'ordures ménagères qui explose, lorsque la règle de tarification de l'eau et de l'assainissement vient être modifiée, lorsqu'on rajoute toutes ces strates-là et que ça tombe sur le même terrain de camping, oui, à un moment donné, ça peut fatalement poser un problème, et notamment un problème de compétitivité par rapport à d'autres hébergeurs touristiques. Donc on a toutes ces pour ça que ces dossiers-là qui prennent beaucoup de temps, il faut les gérer. Alors on ne gagnera pas tout. Problématique d'eau et compagnie, c'est très complexe. On a perdu toutes les procédures jusqu'à aujourd'hui sur cette problématique-là. Mais après, on a des gros dangers. Vous prenez ce qui se passe actuellement sur la Dordogne avec les plans de prévention des risques qui ont été approuvés il y a encore pas longtemps et qui interdisent l'ajout d'hébergements locatifs supplémentaires dans les zones rouges et ainsi de suite. Mais c'est un danger pour la profession. Alors c'est un danger pour l'économie touristique, mais c'est un danger pour la profession bien évidemment. Donc ces dossiers-là, ils sont suivis au niveau national et on y va à fond, mais c'est des véritables dangers. Après, il y a d'autres dangers auxquels on a réussi à échapper. Toujours par rapport à ce que je me raisonne en termes d'exploitation même des terrains de camping, mais il est clair que la profession elle a muté avec l'essor de l'hébergement locatif. Quand je vous dis ça, je sais que je ne vais pas me faire d'ennemis, je sais que c'est la vérité. Mais lorsque vous avez eu à un moment donné sur un territoire, notamment en Charente-Maritime et sur une île, il n'y en a pas beaucoup, mais des notions de quotas de mobil-home par exemple, là il y avait véritablement danger pour la profession. Alors on a fait de la procédure, on a perdu, mais dans le même temps il y a eu des négociations au niveau national pour que la réglementation qui n'a pas changé, mais pour que la réglementation
une réglementation se crée pour qu'on limite effectivement ce genre de problématique-là. Donc ça, c'est des dossiers véritablement de fond. On ne gagne pas tout. Mais il y a le volet effectivement contentieux, juridique, parce qu'on dit qu'on est là quand même, on est là. On ne se laisse pas manger. Et il y a le volet négociation qui se fait au niveau national pour que la réglementation se crée dans une certaine manière, dans un certain sens, ou alors on essaye de faire changer la réglementation, ce qui est très difficile. Mais ce qui est important, ce qu'on a du mal à faire admettre à nos interlocuteurs, c'est l'impact économique de toutes ces mesures-là sur l'économie d'un territoire. Voilà. Et ça, je pense que nos interlocuteurs n'ont pas trop c'est pas leur problème, en fait. C'est pas leur problème. Après, là, on voit que d'un point de vue fédération nationale, en tout cas, voilà, vous savez que vous devez sentir quand même que vous avez du panache quand même, la Fédé, là aujourd'hui, voilà, avec, on voyait beaucoup le président, Nicolas Daillot, qu'on a interviewé, et qui fait preuve de beaucoup de modestie, mais voilà, aujourd'hui, est-ce que aussi vous avez constaté que quand même, vous dites que c'est pas forcément écouté, mais quand même, voilà, ça... Vous avez pris un certain poids dans l'économie, parler que vous avez pu faire preuve de résilience quant à justement au mode d'hébergement face à des pandémies comme le Covid. Donc ça aussi, peut-être ça vous aide et vous sentez que ça va dans le bon sens à ce niveau-là. Ouais. Alors, quand je disais qu'on nous écoute pas trop, c'est surtout au niveau local, je trouve. Alors certains ont compris. Je prends l'exemple des mobilhomes, des quotas de mobilhomes sur l'île de Ré. Avec le temps, 10-15 ans après, alors les quotas ont été supprimés au fur et à mesure, mais avec le temps, j'ai notamment un élu en tête, il dit oui, il a compris. Il a compris que la saturation d'un territoire géographique n'est pas forcément due ou n'est pas en lien avec l'essor du mobilhome. Donc ils arrivent à comprendre ça, mais pour le faire comprendre à l'instant T, ça a été très très difficile. Avec le temps, on arrive à se faire comprendre. Après, au niveau national, il est bien évident que le travail que fait la Fédération nationale sur tous les plans, parce que les sujets sont divers et variés. Je ne sais pas comment fait Nicolas Daillot pour tout enchaîner, et quelquefois on a des discussions téléphoniques qui sont assez perturbantes, parce qu'on passe d'un sujet à un autre. Lui sait où il va, mais j'ai du mal il faut que je me reparamètre pour partir sur un autre dossier. Mais je pense qu'au niveau national, oui, et le Covid aura au moins servi à ça, c'est que la profession est apparue comme étant une profession organisée, qui se défend et qui est écoutée au niveau national. Alors ça ne veut pas dire qu'on obtient tout sur tous les dossiers, bien évidemment, mais aujourd'hui on peut faire ce constat-là, c'est effectivement. Ouais. D'accord. Ok. Et je vais finir donc ce podcast avec 2 questions. Il y avait un constat qui était un petit peu aussi on a parlé de la crainte administrative qui peuvent faire peser des risques sur des fermetures de camping, mais après aussi le côté bad buzz, hein, ça on sait aussi avec les réseaux sociaux, ça diffuse très vite, voilà, des fois peut-être vous êtes fait réveiller en pleine nuit en disant attention, ce camping il fait bad buzz, est-ce que vous pouvez intervenir, Cyril Lopin? Mais là c'est sûr qu'à ce niveau-là il faut faire attention, peut-être que vous avez en tout cas, voilà, vous devez faire attention à ça parce que aujourd'hui, toute l'information et tout le risque juridique, il est juridique, mais il est aussi derrière commercial, quoi. Ouais. Alors tout ça, c'est très frustrant parce que lorsque vous avez effectivement des alertes ou des articles qui arrivent sur votre téléphone et ainsi de suite, que vous connaissez le fond du truc, le fond du dossier et que c'est pas ce qui est effectivement relaté dans l'article ou ainsi de suite, c'est difficile à vivre. Et c'est vrai que alors moi j'ai ce réflexe aujourd'hui de dire voilà, hop, je travaille sur tel département, j'ai un article qui arrive sur ce département-là, je transfère au président de Fédé départementale ou régionale, ou au collaborateur de la fédération qui s'occupe du dossier. On a ces réflexes-là. On a des petits groupes de messagerie WhatsApp et compagnie avec certains, notamment un confrère à Paris, où sur les sujets on se balance effectivement les liens pour réagir le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que et ça s'est accéléré. Je trouve que c'est un phénomène qui s'est accéléré ces derniers mois. C'est une commercialisation. Bon. C'est vrai que la TikTok a une portée organique qui est énorme. Hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire un buzz s'il y a un post qui s'emballe, ça peut
enfin ils le testent, hein. Si le post il fait un flop, ben, ça va mourir directement. Ils vont le tester à une communauté de 100 personnes s'il n'y a pas d'interaction. Par contre, si ça peut toucher des millions de personnes sur un post, alors que avant il fallait avoir une grosse communauté pour pouvoir faire partir un truc comme ça en boule de neige. Aujourd'hui, tout le monde peut faire sa petite boule et si elle prend, elle peut partir très fort. Et j'imagine que vous, ça peut avoir des répercussions assez directes, quoi. Mais ça peut faire très mal pour rien en fait. C'est ça qui est un peu particulier, c'est que ça peut faire énormément de mal au terrain de camping en question, qui est peut-être de bonne foi, qui a peut-être rien à se reprocher, mais malheureusement on vit dans cet univers-là et c'est très très difficile à canaliser, ouais. Ouais. Bon, on interviewera prochainement d'ailleurs 2 personnes qui sont sur la notion d'avis notamment et qui ont aussi, je pense, une perception notamment de l'impact commercial que ça peut avoir et aussi il faudra qu'on voit ça sur la partie un peu buzz sur les réseaux sociaux. On essaiera de faire un sujet là-dessus. D'accord. Merci Cyril pour cette entrevue. J'ai l'habitude de fermer de finir les entretiens avec en vous posant une question de qui est-ce que vous verrez bien dans cet épisode. Je vous ai pris au dépourvu, je vous avais pas prévenu en avance. Me dites pas Jean-Guy Amat, me dites pas Nicolas Daillot, ça y est, c'est prévu. C'est fait. Je sais pas. Je vais pas vous dire, je vais pas vous citer un président de syndicat départemental ou syndicat régional parce que ça serait pas bien pour les autres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a une personne que je trouve assez intéressante, alors qui est vraiment sur le plan commercial. Ça peut être Morgane Moreau. Je ne sais pas si vous connaissez Morgane Moreau. Tout à fait, du Port-Punet. Qui est un garçon intéressant. Son père était également très intéressant et c'est quelqu'un avec qui j'avais d'énormes affinités, qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps. Ouais, mais Morgane est intéressant. Ouais, on en a parlé notamment sur l'intermédiation et voilà, avec le camping online, on en a parlé justement quand on s'est vu à la Rosière et on a évoqué le sujet. Donc voilà, maintenant c'est chose faite, il faut que je te contacte si tu écoutes ce podcast, Morgane. Donc voilà. Ça marche. Bon, merci Cyril. Si vous pensez qu'on a fait un petit peu le tour, hein, même si après on peut rentrer en profondeur sur certains sujets, et peut-être qu'on fera d'autres sujets particuliers. Ça pourrait durer des heures et des heures, parce que le sujet est passionnant et moi il me passionne. Enfin, ce milieu-là me passionne. Donc voilà. Et je pense que les fournisseurs qui travaillent dans ce milieu-là doivent ressentir ça aussi, parce que c'est un milieu qui est toujours en pleine effervescence. On a des nouveautés tout le temps, on a des inventions tout le temps, qui nous juristes peuvent nous poser des problèmes, mais on essaye de caser ces nouveautés dans des cases, de les mettre dans des cases pour que ça puisse passer. Donc faut qu'on... Voilà, mais c'est très intéressant, très très intéressant. Tout ça avec quand même un écosystème où j'ai l'impression que les nouveaux rentrants arrivent à s'adapter au mindset, hein, à l'état d'esprit qu'il y a dans le camping et finalement enfin en tout cas moi je trouve que c'est hyper convivial et que tout le monde justement il y a vraiment l'humain et c'est pas peu dire, hein, on sent que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec l'humain et c'est ça, et ceux qui viennent pour ça aussi, hein, les nouveaux repreneurs pour la plupart, donc c'est assez agréable et c'est pour ça qu'on est dans ce milieu là, nous deux, je pense. Tout à fait. Merci Cyril et à très bientôt alors. Eh bien, à très bientôt, bon courage à vous. Merci, au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.